Daf Memhe Amoud Aleph. Donc on est à 6-7 lignes du haut, 8 lignes du haut. Et on va juste récapituler le sujet hier. On a vu, la Gemara a dit Midei Rabbanan Ishmael Rabbi Akiva. À savoir, il y a deux drachot possibles du pasouk de Mishrat Anavim. Ou bien on pourra apprendre Mishrat Anavim, c'est du pain trempé, ou bien c'est un raisin qui a macéré. Donc ou bien c'est Heter Mitzaref Leisur, ou bien c'est Tam Keika. Donc c'est deux notions. Et là, on fait une marloquette, c'est une marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva a choisi de dire que le pasuk parle de Mishrat égale Tam Eter Mitzaref Lissour, c'est du pain trempé. Et Rabbanan dit Tam Keika. Maintenant, il y a une différence entre les deux. C'est quoi? C'est que Rabbanan utilise cet enseignement et il le généralise dans toute la Torah. Alors que Rabbi Akiva, il l'utilise seulement dans Nazir. Et donc la Gemara demande, mais pourquoi Midei Rabbanan, Rabbi Akiva. De même que Rabbanan utilise ce pasouk et en font une généralité, ok, c'est une autre dracha. Ils sont pas d'accord sur l'enseignement. Mais a priori, ils devraient être d'accord que de ce pasouk, on devrait en faire une généralité. Et donc, de même que Rabbanan en fait une généralité, Rabbi Akiva devrait en faire également, devrait en faire une généralité. La Gemara répond non. Rabbi Akiva, c'est pourquoi il n'en fait pas une généralité? Parce qu'on a trouvé que cette notion a été répétée à deux reprises dans la Torah. On applique la règle, à savoir, la Torah, elle a enseigné Heter Mitzaref Leisur aussi bien dans Nazir que dans Khatat, à savoir, s'il y a eu une viande ou un aliment qui a touché le Korban Khatat et il a absorbé du goût, et ben le deuxième aliment, il prendra le statut du premier. Et donc, si le Korban Khatat en question, il n'était pas soul, et ben le deuxième également devra pas soul. Et s'il était kasher, et ben le deuxième, il sera également kasher, pas de problème, mais le temps de consommation sera réduit. Comme le Khatat, puisqu'on sait que le Khatat, il a un jour de consommation, alors que le Korban Shlamim, par exemple, il a 2 jours, et ben si une viande Shlamim a touché une viande Khatat, eh ben, la viande shlamim prendra le même statut que la viande ratat. Et donc, son temps de consommation sera d'un jour uniquement. Et donc, la Gemara dit, donc Rabbi Akiva dit, je ne peux pas apprendre, puisque la Torah l'a répété à 2 reprises. C'est une manière de dire uniquement dans ces 2 endroits et pas ailleurs. Et la Gemara dit, alors Rabbanan aussi, mais Rabbanan ami. Et pardon, et pour les liquides aussi, la même chose, la même règle. C'est-à-dire donc la Gemara demande vers Rabbanan ami les venazir vechatach tektuam ki echad ve'melamdim. La Gemara demande a priori Rabbanan qui apprennent du pasouk de Mishrat Anavim que le pasouk parle de Ta'am Keika. Et bien à nouveau on devrait poser cette question. Cette même notion la Torah l'a répétée à 2 reprises et donc on devrait l'imiter et ne pas l'extrapoler, ne pas la généraliser puisque c'est exceptionnel. Si la Torah répète 2 fois, c'est une manière de te dire tu n'extrapoles pas. C'est uniquement, ces 2 halachot s'appliquent uniquement dans ces 2 cas de figure. La Gemara dit non, j'applique pas ici la règle, je ne suis pas limité. Pourquoi? Parce qu'ici c'était nécessaire de l'enseigner. À savoir, c'était nécessaire de le répéter. La Torah n'avait pas le choix de le répéter. Pourquoi? Parce que si je l'avais enseigné une seule fois, je n'aurais pas pu apprendre pour les autres. En général, c'est quoi la règle? La règle est, si la Torah te révèle une notion une fois, eh bien, tu te suffit de l'extrapoler. À moins de dire que cette fois-ci, elle est exceptionnelle. Comme on avait dit que Bassar Bechalaf, c'est exceptionnel. Ou on a dit tout ça, d'accord? Donc, normalement, une fois. Si la Torah, elle te répète 2 fois, c'est pour te dire 2 et pas 3. Maintenant, si il y a une raison de ne pas pouvoir apprendre de l'un des éléments, parce que l'un des éléments, il est exceptionnel, donc c'était nécessaire de le répéter 2 fois. La Gemara dit, c'est ce que Rabbanan vont dire. Tzriché, d'après Rabbanan, c'était pas évident. La Torah n'aurait pas pu ne pas me l'enseigner 2 fois. Pourquoi? Ou tzriché. C'était nécessaire. La Gemara n'a pas détaillé encore, mais la Gemara bascule directement sur Rabbi Akiva. Alors, si tzriché, d'après Rabbi Akiva, si tzriché. Donc, nous, notre question, c'est pourquoi il n'y a pas de parallèle entre Rabbi Akiva et Rabbanan? Si Rabbanan en font une règle générale, Rabbi Akiva devrait également la faire. Et si Rabbi Akiva ne la fait pas parce qu'il y a une raison de ne pas pouvoir la faire, et bien Rabbanan aussi pourra ne pas la faire. Donc c'est ça la Gemara. La Gemara dit, avant de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, tu devrais avoir un parallèle, Rabbi Akiva et Rabbanan. La Gemara dit, Rabbi Akiva non, pas du tout. C'est vrai que la Torah n'aurait pas pu écrire et nous révéler cet enseignement uniquement dans Korban,
Parce que si cette halakha était uniquement enseignée dans Korban, dans Kodashim, je ne peux pas faire un parallèle entre Kodashim et le reste. Kodashim, c'est exceptionnel. Kodashim, c'est Chamour. Kodashim, il y a Karet. Kodashim, c'est exceptionnel. Mais par contre, j'aurais pu me contenter de l'enseigner dans Nazir. Pourquoi tu me l'as répété dans Korban? Et là, du fait qu'il y a plusieurs interdictions, plusieurs enseignements que j'apprends de Nazir, eh ben, Khatat aussi, je peux l'apprendre de Nazir, il n'y a pas de raison de faire la différence. Les Rabbanan disent non. Rabbanan disent je ne peux pas faire une comparaison à partir de Nazir. Nazir, c'est exceptionnel. Pourquoi? Les Rabbanan amrelecha mitzarech tzriche. Khatat le'eter mitzaref le'isur, ve'chulin mikodashim lo gama. Qu'est-ce que j'apprends dans Khatat? J'apprends deux choses. Dans Khatat, j'apprends pas uniquement la règle de Tam Keika, mais c'est les termes mitzaref le'isur. C'est qu'il sera passible de l'interdit a tellement d'impact sur le nom de Khatat, on va donner cet exemple, a tellement d'impact sur le Korban Shlamim, que même s'il mange une partie, d'accord, eh ben il prendra, on considérera que les termes mitzaref le'isur, et donc Khatat, les termes mitzaref le'isur, vechulin mekodashim lo gamar, et on ne peut pas apprendre de Chol pour Kodashim. Ou Mishrat, et le pasuk de Mishrat Anavim, Niten Tam Keika, ou Mikan Atadan et Kol Torah Kula. Donc, effectivement, la notion de Tam Keika, elle est généralisée. Je l'apprends d'où? À partir de Nazir. Par contre, l'enseignement que j'ai dans Khatat, c'est exceptionnel dans Khatat, et je ne peux pas faire une comparaison entre une halakha qui est relative au Kodashim et les autres Isurim. Rabbi Akiva, Tarvayu le termes mitzaref le'isur, voulez shnektem ki echad, v'choshev dem echad nemlamdim. Donc d'après Rabbi Akiva, j'ai deux psukim qui m'enseignent la même chose. Donc si j'ai deux psukim qui m'enseignent la même chose, ben forcément c'est une manière de limiter l'enseignement à ces deux cas de figure. Parce que sinon il ne fallait pas le répéter. Alors que d'après Rabbanan, chacun des psukim vient m'enseigner autre chose, et donc je peux généraliser les enseignements. Donc l'enseignement de Ta'am Keika, il est généralisé, puisqu'il est enseigné dans Nazir. Et Nazir, je fais une comparaison de tous les Isurim de la Torah qui sont d'un domaine Chol à Nazir. Et donc chaque fois, Ta'am Keika, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a du goût interdit qui s'est propagé dans un aliment, eh ben tout l'aliment va être contaminé par cet interdit. Alors que le deuxième chidouche, effectivement, il est propre à Kodashim. Il est propre à Kodashim, à savoir, c'est seulement dans Korban Khatat que je dis Heter Mitzaref le'isur. Amar le Ravashi, le Rav Kahana, au milieu de la page, et là, Detania, Mikol Asher Asim Migefen Ayayin Mechartanim Vazag, Limed al Isuré Nazir, Shem Mitzarefim Zeimze. Donc il y a encore un enseignement dans le Nazir. Donc on est toujours dans le même sujet du matin. C'est quoi le Nazir? C'est celui qui s'engage à s'interdire pendant une certaine période, minimum de 30 jours, de ne pas consommer tout ce qui provient du raisin et de ne pas s'impurifier, ne pas être en contact avec le mort, même pour ses parents, il ne s'impurifiera pas, et de ne pas se couper également les cheveux. C'est les trois interdits qui s'imposent sur le Nazir. Donc c'est ce qu'on appelle le Nazir. Donc il est retranché, et c'est un niveau très particulier, à tel point qu'il est même comparé au Kohen Gadol. Et il ne pourra s'impurifier uniquement dans un cas, un cas extrême, c'est s'il trouve un cadavre, il trouve un mort, où il n'y a personne pour qui s'en occuper. Et donc là, aussi bien le Kohen Gadol que le Nazir auront cette dérogation de pouvoir s'occuper de ce mort et pourront s'impurifier. Et ensuite s'appliquera bien sûr toutes les règles pour devenir pur à nouveau, avec les 7 jours d'impureté, et on se purifie par Adouma, la vache rousse. En tout cas, pour revenir au Nazir, dans le Nazir, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah, elle a d'abord détaillé les interdits, à savoir ne pas consommer le vin, donc le raisin, mais la Torah, elle est partie jusqu'au grand détail, c'est-à-dire, elle a dit, Mechartsanim va'adzag, même les pépins, et même les pots de raisin, également seront dans l'interdit. Donc, kol asher yaseh migefen hayayin. Donc, d'un côté, la Torah nous dit, le raisin, le vin, les pépins,
la peau du raisin et tout ce qui est fait à base de vin, à base de raisin, pardon. Et la Gemara demande, c'est quoi l'enseignement ici? J'apprends ici, de ce pasouk-là, j'apprends l'imed alisur et nazir chez mitzarfim zeimze. J'apprends de ce pasouk que les différents composants, les différents aliments qui sont interdits, ils peuvent s'associer pour composer le chiour, la mesure minimum pour être passible de malkout, parce que pour être passible de coup, il faut un chiour, il faut une transgression importante. Donc la transgression importante est le minimum d'un kazaït. Maintenant, la Torah, elle a parlé, elle a interdit différentes choses. Elle a interdit le raisin, le pépin du raisin, le vin, la peau du raisin. Est-ce que ces différents aliments, ils sont chacun indépendants? Ou bien non, en réalité, c'est un même interdit. C'est quoi la conséquence? C'est que ça peut s'associer. Si c'est des interdits différents, par exemple, une personne qui a mangé du pakasher, il a mangé la taille d'une demi-olive de chazir, d'accord, du porc. Et il a mangé la taille d'une demi-olive d'une bête pas shritée, d'accord, qui n'est pas égorgée. Donc elle n'est également pas cachère. Les deux sont pas cachères. Mais les deux, il les a consommés en petite quantité. C'est interdit. On est d'accord, c'est interdit. Même une demi-olive, c'est interdit. Est-ce qu'il va prendre des coups? Il ne va pas prendre des coups. Pourquoi? Pour prendre des coups, il faut la taille d'une olive. Mais la taille d'une olive de chaque interdit, c'est pas mitzaref. C'est pas mitzaref parce que c'est deux interdits dans la Torah. Donc ça s'additionne pas, ça s'associe pas. Dans le nazir, c'est vrai que la Torah, elle a dit, tu mangeras pas le raisin, tu boiras pas le vin, tu mangeras pas les pépins, tu mangeras pas la peau. Et donc, a priori, ça aurait pu être des interdits différents et indépendants, et donc qui ne s'associent pas. La Torah, elle a réunifié l'interdit. Mais quand la Sharia Semigefenayen, ici j'apprends que même les différents éléments, eh ben, ils s'associent pour composer un shiur. La Gemara demande, je ne comprends pas. Quelle est la nécessité de détailler dans le pasouk des mots supplémentaires qui m'apprennent cette règle que j'associe les différents aliments, alors que même du pain qui est cachère, qui est autorisé pour le nazir, il est également passible de malkout, comme nous avons dit. Le pain qui est trempé dans le vin, au total, il a mangé la somme totale, le volume total qu'il a consommé, c'est combien? C'est la taille d'une olive. Maintenant, il n'y a pas une olive de volume de vin, puisque c'est du pain qui est absorbé de... Et même dans ce cas-là, tu me dis que c'est interdit. Donc si déjà, le pain qui est autorisé à la consommation, la Torah, elle a dit ce chidouche terrible de dire que le pain s'associe et va former le volume interdit, et donc il sera passible de coup. Donc à plus forte raison qu'un élément qui est déjà interdit, qui va s'associer avec l'autre élément. Donc pourquoi il y a besoin de deux enseignements? Un enseignement qui me dit le pain trempé, il cumule le volume, et même les différents éléments, ils s'associent. Mais c'est évident. Dans les mots, Amar le Rabashi la Ravkana, et là, Detania, c'est enseigné dans la Braïta, Mikol Hachem Semikefenem Mechatzeni Vazag, Limed Aïsur Nazir Shem Tzarafim Zeimze. Donc d'ici, j'apprends que les différents éléments s'associent pour composer le shiur, le volume, et donc il sera passible de malkout. Ashtal et Rabbi Akiva, si déjà, d'après Rabbi Akiva, et Issour, Veter Mitzarfin, si déjà un aliment autorisé, il s'associe avec l'aliment interdit, Issour, Veissour, mais bah, il y a deux aliments qui sont interdits, tu as besoin de m'enseigner. Là, on m'a dit, Issour, Veter, Vatachat, Issour, Veissour, Bezacharze. Pas du tout, c'est pas la même chose. Quand on a parlé du pain trempé, mais il a mangé en une fois. C'est un pain trempé. C'est un aliment. C'est un aliment qui est consommé en une fois. C'est du pain trempé qui a pris une nouvelle forme, on va dire. C'est plus du pain et du vin, c'est un pain au vin. D'accord? Il prend ses nouvelles recettes. Par contre, quand il a consommé des pépins et il a consommé du raisin, il a bu du vin, d'accord? En réalité, c'est deux aliments. Donc, c'est pas la même chose. De dire que deux aliments vont s'associer, c'est pas comme un aliment qui a un nouveau nom. Parce qu'au final, quand il a consommé son pain imbibé de vin, il mange du vin. C'est marrant de le dire, mais il mange du vin en réalité. Pourquoi je dis il mange du vin? Parce qu'on sait qu'en général, quand on parle d'un aliment, la taille c'est une olive. Quand on parle de la boisson, d'un liquide, la taille c'est un révite. C'est un autre volume. Maintenant, du pain imbibé, c'est quoi? C'est un solide ou un liquide? Ben, c'est un solide. Et donc, il sera passible de malkout à partir d'un
kazaït. Donc là, la différence, c'est quoi? C'est que c'est un aliment qui est consommé en une fois. C'est une action, c'est une transgression, c'est une action plutôt. Et donc, c'est normal que ça s'associe. Par contre, quand c'est des aliments qui sont indépendants, qui sont séparés, eh ben, il fallait que la Torah me l'enseigne à nouveau. C'est deux actions. C'est comme, même s'il est, après vous allez me dire, oui, mais il les a mangés en même temps, ça change pas. Le fait, c'est pas parce qu'il les mange en même temps. Finalement, c'est deux aliments. Donc même s'il le fait en même temps, c'est pas grave. Ça veut dire, c'est deux aliments qui sont distincts. Là, c'est pas. Mais c'est du fait que c'est un liquide et un solide. Bevatachat, c'est quand il a mangé en une fois, mais c'est que le pain imbibé qui se mange en une fois. Quand ces deux aliments, automatiquement, ça s'appelle en deux fois. C'est pas explicite. Peut-être pas. Peut-être que le chidouche de la Torah, c'est quand il les a mangés en deux fois. Mais effectivement, peut-être s'il les a mangés en une fois, peut-être effectivement, il n'y a pas besoin de chidouche. Donc à nouveau, peut-être qu'on regarde l'action. Et donc si l'action elle a été faite en simultané, alors ça a été, les deux aliments ont été mangés en une fois, peut-être qu'effectivement, j'ai pas besoin de le deuxième chidouche de Nazir. Et peut-être j'aurais pu l'apprendre sans ce chidouche. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que s'il le mange en deux temps, il a pris des pépins et après il a pris la peau. S'il n'y avait pas ce pasouk, j'aurais pas pu dire qu'il y a une association des deux actions. Et donc, c'est pour ça que j'ai un pasouk supplémentaire. Donc, j'ai un premier renseignement pour le pain trempé. Et à partir de cet enseignement, j'aurais pas pu apprendre que si j'ai consommé des pépins et juste après des peaux de raisin, que ça s'associe. Donc, c'est ce qu'on va retenir ici. Parce qu'à nouveau, je n'ai pas vu une note qui dit explicitement que du fait que ces deux aliments, je les considère comme si c'est deux actions. Non, pas forcément. Ok. Une grande note. Ok. Alors, on va revenir. Nous, on est dans Maseret Psachim. Comment on est arrivé à tous ces sujets-là? Quel rapport le Nazir? Quel rapport le Khatat, etc. Nous, on a commencé le Perek avec cet enseignement qui nous dit que quand la Torah elle a interdit le Chametz, donc le Chametz, c'est du pain levé, donc c'est quelque chose qui a fermenté, qui est d'accord. C'est pas uniquement quand le pain il est en état de pain, mais c'est même quand il y a un aliment auquel a été mélangé du pain. Et c'est ça la question de savoir le niveau d'interdit. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on a vu trois avis à ce sujet-là? Et l'Agma va poursuivre dans cette direction, à savoir combien le Chametz il est interdit. Donc c'est pas seulement du pain qui est interdit, c'est pas seulement des pâtes qui sont interdites, mais tout aliment auquel a été mélangé du pain. Alors, du pain, du Chametz, ce qu'on appelle une ta'arovet, ça s'appelle un mélange. Alors la Mishnah continue. Batsek shebisidke areva, imesh kazel makom echad chayav levaer. À l'époque, les paniers qui pouvaient être en osier, qui pouvaient être en argile, qui pouvaient être de différentes manières, ils utilisaient des fois la pâte pour consolider l'ustensile qui s'est fêlé. Et donc c'est devenu de la colle. On a déjà parlé de la colle qui est faite à base de farine, etc. Maintenant, il y a également, des fois pas forcément, on va voir ça dans la suite, mais Sidke Areva, la traduction littérale, un Sedek, c'est une fissure. Donc il y a une fissure, c'est une fissure, ouais, pas forcément, il n'y a pas mis forcément pour le consolider, mais ça peut être également. Donc souvent, en tout cas souvent, voilà, un ustensile qui a pu être percé, n'est-ce pas? Eh ben, on est intéressé de le reboucher. Et ici, en l'occurrence, avec de la pâte, ça pourrait être un colmatage, d'accord? Et donc, la question est de savoir maintenant, qu'est-ce que je fais à Pessar? À Pessar, ce colmatage-là qui est à partir de pâte, je dois l'éliminer ou pas? Donc là, comment il a dit, effectivement, eh ben, s'il y a un kazaït, c'est-à-dire qu'il y a un bout de pâte qui est de la taille d'une olive, donc c'est déjà un morceau important, et bien celui-ci, Chayavi Imlever, il devra l'éliminer avant Pessah. Ve'im lav batel bemiuto. Par contre, si c'est vraiment en petite quantité, eh ben il est batel, je considère insignifiant, je considère que c'est plus quelque chose qui peut retrouver sa forme alimentaire, et donc c'est de la colle. Ah, effectivement, il faut poser la question, quelle est la différence avec la colle d'accord, qui était mentionnée au début du Pérec, où on avait vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce que c'est un interdit à la consommation uniquement, ou bien c'est interdit il fallait l'éliminer? En tout cas, ici c'est marqué,
si ce morceau de pâte qui sert à reboucher un ustensile, il est en petite quantité, il n'y a pas de problème. Si c'est une grande quantité, c'est un problème. C'est pour ça que l'habitude, le minag est tous les ustensiles, c'est important de le rappeler, tous les ustensiles qui sont liés au pain, d'accord? Au pain, à la pâte, etc. Que ce soit un pétrin, que ce soit une gaufrière, que ce soit un grille-pain, que ce soit tous ces ustensiles-là, on a l'habitude de les vendre même si on les a nettoyés. C'est l'habitude, non seulement bien sûr de ne pas les utiliser, d'accord, mais on craint, et à nouveau, je pars à partir d'ici, ça ne veut pas dire qu'on est au premier niveau de l'interdit, mais c'est l'habitude de les vendre. Pourquoi? Parce qu'on craint ça a mal été curé, ça a mal été nettoyé, et peut-être que dans l'ensemble des résidus qui restent, on peut composer un kazaït, d'accord? Et donc et il y a cette notion-là de klim et tsaref. Le fait que c'est dans un même ustensile, j'ai différentes particules, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'associe. Et donc, c'est ce qu'on a l'habitude. Donc, même si c'est bien nettoyé, alors, à nouveau, je dis que c'est une khumra, parce que quand c'est bien nettoyé, non seulement on va essayer on va veiller à vraiment faire le mieux pour qu'il ne reste pas de morceaux importants. Et deuxièmement, on verse du détergent. Donc, s'il y a du détergent, c'est déjà plus consommable, il est battel. N'est-ce pas? Un aliment qui n'est plus consommable, n'est-ce pas? J'ai versé de la javel sur un pain, j'ai pas besoin de faire plus que ça. L'habitude est de ne pas le laisser comme ça et ne pas de vraiment l'éliminer, qu'il ne soit pas apparent, etc. Donc c'est sûr que je vais pas l'utiliser, c'est sûr. Mais là, on parle de l'interdit propre, encore une fois, un ustensile qui est lavé, qui est aspergé de détergent, il n'y a pas de problème au premier degré de l'interdit parce qu'il est déjà inconsommable. Pour revenir, Vechen Linyan Touma. Et la Mishnah fait un parallèle avec la halakha de Touma, à savoir, Imakpila la frotzet, Vimrotse bikumo areu ka'areva. Donc si Vechen Linyan Touma, la Gemara va s'expliquer, Vechen Linyan Touma, c'est-à-dire que si un ustensile, on sait, on va citer déjà quelques règles de halakha de Touma, et on va voir dans la Gemara comment la Gemara va détailler et va développer cette notion. Mais on sait que dans deux halachot de Touma qu'on a vu dernièrement, on en a vu une, et là on va parler d'une autre. Après on va voir dans la Gemara comment la Gemara elle va utiliser cet enseignement. On sait que, premièrement, concernant un aliment peut devenir impur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Touma Tochalin. Donc un aliment peut devenir impur. S'il était en contact avec de l'impureté, il devient impur. Maintenant, il y a une règle. Toute chose deviendra impure seulement s'il a un certain volume, une certaine quantité, que ce soit pour un aliment ou que ce soit pour n'importe quoi. C'est-à-dire que, de même que dans Shabbat, de manière générale, les halachot, une règle ne s'applique seulement, alors c'est pas tout le temps, mais dans la halachot de Touma, seulement s'il y a une certaine valeur à la chose. Un aliment, s'il n'a pas la taille d'un œuf, pas d'une olive, d'un œuf, eh ben il n'est pas sensible à la Touma. Un aliment, par définition, c'est un aliment consommable, eh ben, il sera impur seulement s'il a la taille minimum d'un œuf. S'il n'est pas consommable, c'est une nevela par exemple, donc c'est destiné à donner à la bête, alors ce sera kazaït. On donne un autre exemple. Un bout de tissu. Là aussi, il y a une règle. À partir de quand le bout de tissu, il peut devenir impur, c'est-à-dire qu'il est suffisamment important pour être affecté, pour être impacté par l'impureté, il faut qu'il soit d'un minimum de taille, d'une taille de 3 doigts sur 3 doigts. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette taille-là que le bout de tissu il est suffisamment important. Qu'est-ce qu'on fait avec? On rapièce un vêtement. Les pauvres, pas forcément. Il y en a qui font des patchs. Aujourd'hui, il y a toutes sortes Aujourd'hui, c'est plus moderne, donc on utilise mais des fois, quand un vêtement il a un accroc, on lui met comment on appelle ça, un écusson. N'est-ce pas? On va lui coller, n'est-ce pas? On va lui mettre un patch. Et bien, c'est quoi la taille minimum? 3 sur 3. Donc, à partir de 3 sur 3, ça devient rachou. Un ustensile. S'il est ustensile, il devient impur. S'il n'est pas ustensile, il ne devient pas impur. À nouveau, c'est la même règle, c'est la même idée, le même esprit. Et par définition, un ustensile, c'est quoi? C'est un ustensile qui est un récipient. D'accord? Donc, c'est qu'il est réceptacle. C'est ça la définition. Un vêtement, c'est un bout de tissu, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour se vêtir ou réparer un vêtement. Un ustensile, c'est un ustensile qui est utilisé pour être un récipient. Un récipient.
Donc il doit être un contenant. Maintenant, s'il est percé, ben, il n'est plus un contenant. Donc il est pas tamé. On va donner l'exemple de la Torah. La Torah elle dit un kli reste un ustensile en argile, d'accord? Il devient impur, donc il a des halakhot très particulières. L'impureté, c'est par l'intérieur, pas par l'extérieur. C'est pas au contact extérieur, c'est au contact intérieur. Et il n'y a pas de possibilité de le purifier. Un kli reste, il n'y a pas de un ustensile en métal ou d'autres matériaux, on le trempe au mikvé. Je ne parle pas d'un ustensile qui est pas cachère, parce qu'il a, dans lequel on a fait bassar bechalav, d'accord, on a mélangé la viande, on a cuisiné du pas cachère. Je parle de l'impureté. Donc l'impureté également, au mikvé, l'eau froide, c'est pas l'eau chaude. Donc, mais par contre, un ustensile en argile, il se purifie pas, mais également il se cachérise pas. Il faut savoir, il se cachérise pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'ustensile va absorber, va imbiber de l'interdit et il ne ressortira pas avec l'eau chaude, etc. Maintenant, je ne parle pas du pas cachère, je parle de l'impureté. L'impureté, donc ça ne suffira pas de l'immerger dans le mikvé, mais il y a oui une manière de le rendre tahor. Vous savez c'est quoi? Reste, la Torah dit, Ishaver, tu le casses. Une fois que tu l'as cassé, c'est plein d'ustensiles. Donc si c'est plein d'ustensiles, il ne contient plus l'impureté. Comme si c'était à la base. À la base, si ce n'était pas un ustensile, il n'aurait pas été affecté par son... Eh bien là aussi, s'il est cassé, eh bien l'impureté se volatilise. D'accord? Donc c'est la règle de l'Chotouma. Maintenant, quand on a un ustensile qui est percé, mais je lui ai mis une rustine, d'accord? Je l'ai colmaté. Donc aujourd'hui, il est contenant. Mais non, mais ça dépend. Si le morceau de pâte qui est là-bas, mais j'ai l'intention de le laisser là-bas à jamais, eh ben, ça s'appelle un ustensile qui peut être réparé. À nouveau, on va voir des précisions. Et donc, ça s'appelle un ustensile c'est un contenant qui contient. Par contre, si j'ai l'intention de le retirer, d'accord, ce bout de pâte, j'ai l'intention, j'ai mis ce bout de pâte parce que je voulais pétrir, mais ensuite, à la fin, une fois que j'aurai malaxé ma pâte, j'ai l'intention de récupérer même ce bout de pâte et de l'enfourner. Donc ce bout de pâte, il ne va pas rester là-bas. Donc l'ustensile, il est quoi? Il est percé. Donc c'est un ustensile percé, il n'est pas Mekabel Touma. On va voir tout de suite dans la Gemara. C'est-à-dire? Il est